Donc, je me disais merci d'être présent. Je vais laisser la parole à Grégory Kivicien, qui est consultant expert en CJ de chez Extrémité, qui va vous présenter les nouveautés comptabilité et l'impact des lois sur la TVA sur les logiciels CGID. Donc nous avons voulu, par ce format de présentation, avoir un côté un peu plus interactif, vous permettre de mieux comprendre les impacts de ces nouvelles versions et d'être à votre disposition pour répondre avant que vous n'installiez sur vos postes respectifs ces nouvelles versions. Donc je vais passer la parole à Grégory qui va vous présenter le menu. Oui, bonjour, bonjour messieurs, bonjour mesdames, merci de votre participation. Donc je reviens pas sur la loi BOI-TVA en long, en travers, on va simplement parler sur 4 points de cette loi, qui est le premier point. Donc on va avoir ce qu'on appelle l'impact, donc la réduction de la permissivité, c'est-à-dire qu'on va restreindre les accès au niveau de la déclure et aussi au niveau de la clôture annuelle. On va aussi sur la révision de la numérotation des écritures au niveau du fichier FEC. Donc en fait, vous allez vous apercevoir qu'on a un nouveau compteur et une nouvelle historisation à la date de validation. L'impact 3 sera au niveau de la traçabilité, de l'intelligibilité lors des imports. Donc là, ça va vraiment concerner tous les imports que vous allez retrouver avec le module COMESX. Et enfin, c'est la partie archivage et accès à l'audit FEC au niveau de la génération du fichier FEC avec aussi les impacts au niveau de l'archivage. Donc, pour l'action très rapidement, on va voir par rapport au sommaire. Donc, on va regarder l'ajustement fonctionnel lié au BOI TVA du 24 janvier 2006. Alors, ce qu'il faut Pardon, excusez-moi, si vous pouvez couper vos micros. Si cible. Donc en fait, je reparlais, donc au niveau de l'ajustement fonctionnel lié au BOI TVA, ce qu'il faut savoir que CGID a décidé d'appliquer l'ensemble des textes depuis le 24 janvier 2006. Donc ces fonctionnalités seront mises dans les versions V9 édition 20 et dans la version Y2 11 édition 3. Donc dès que vous allez installer ces produits, vous aurez déjà les fonctionnalités, même si c'est applicable qu'au 1er janvier 2018, mais vous aurez déjà toutes les fonctionnalités au niveau de la loi BOI-TVA 3010-30. On verra les nouveautés fonctionnelles liées au BOI, l'impact sur le COMEXX, sur aussi le fichier FEC, un nouveau module qui vous permettra d'avoir un audit du fichier FEC, et ensuite on a un nouvel outil d'export Excel qui va permettre d'accélérer les traitements et surtout de personnaliser. Et enfin, bien évidemment, pour chaque clôture, on aura les états légaux. Alors, si on va parler tout de suite au niveau de l'impact et de l'ajustement des fonctionnels. Alors, première chose, on a la suppression dans les paramètres de société de la mention conforme stricte à la loi BOI-TVA. Alors, si vous vous souvenez, mais sur les anciennes versions, on avait la possibilité de dire que je ne veux pas que mes exercices soient conformes à la loi BOI-TVA, parce que ce n'est pas une obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de la nouvelle version, on a la suppression de cette coche, et donc obligatoirement, votre logiciel devra être conforme et sera conforme à la loi BOI-TVA. À ce niveau-là, au niveau des options de dévalidation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dorénavant, la dévalidation est devenue est à titre exceptionnel. Donc, une écriture est désormais strictement interdite, donc bien évidemment, on ne peut plus dévalider, sauf si on a donné un droit à titre exceptionnel. Si on ne peut pas dévalider, bien évidemment, ça veut dire qu'une écriture devra obligatoirement être contrepartie.
Évidemment, vous allez voir qu'il y aura une phase de validation et ce sera l'administrateur qui donnera à titre exceptionnel la possibilité de valider une période. Dans l'ajustement fonctionnel, on a aussi des restrictions d'accès au niveau de l'annulation de la clôture périodique. C'est-à-dire, toujours dans le même système, on ne pourra plus annuler une clôture définitive ou une clôture périodique sans que l'administrateur du logiciel vous ait donné l'autorisation. Et attention, cette autorisation est provisoire. Elle est liée à la connexion. C'est-à-dire que dès l'instant que vous vous déconnectez du logiciel, vous n'avez plus l'autorisation pour annuler une clôture définitive ou annuler une clôture périodique. Donc, ces deux fonctionnalités que je vous ai relatées tout à l'heure, on va les retrouver au niveau des droits d'accès. Ces droits d'accès sont gérés encore une fois par l'administrateur et cet administrateur pourra indiquer et donner des droits sur l'annulation de clôture périodique ou définitive. Et ça, l'administrateur pourra le faire. Bien évidemment, c'est ce que je vous ai indiqué, on est à une limitation d'accès aux commandes. Les annulations de clôture restent des cas exceptionnels. Et donc, comme je vous l'ai indiqué au préalable, que ces clôtures vous sont autorisées par l'administrateur, seront actives lors de votre session et dès l'instant que vous quittez le logiciel, vous n'aurez accès à la possibilité d'annuler une clôture. On reste toujours sur la notion de la loi BOI-TVA où on a le droit d'annuler une clôture, mais c'est vraiment dans un cas exceptionnel. Au niveau de clôture définitive, bien évidemment de valider toutes les écritures avant la clôture définitive. Quand vous allez lancer cette clôture définitive, vous allez avoir un choix de validation, soit c'est une validation d'écriture, une validation par journal, ou alors une validation par code. L'annulation de la clôture définitive ne permet plus de dévalider des écritures, et ça c'est très important. C'est-à-dire que si vous annulez la clôture définitive, les écritures ne seront pas dévalidées. On n'a simplement qu'ajouter de nouvelles écritures. Quelque chose de très important, parce qu'on risque de se faire avoir tout au départ. On peut valider une clôture, mais on ne pourra pas modifier les écritures. C'est simplement si on a besoin de rajouter une écriture complémentaire. Ah, le même slide, petit problème, c'est pas grave, excusez-moi. Alors, au niveau des nouveautés fonctionnelles, donc, il faut savoir, c'est qu'à partir de cette nouvelle version, il va y avoir dans le fichier FEC un nouveau compteur qui est spécialement un compteur FEC. Ce qui va permettre en fait de renforcer l'inaltérabilité et l'intangibilité des écritures comptables. Ce compteur va être définitif dès l'instant que vous avez validé votre écriture. Donc, on aura un numéro d'écriture et une date de validation qui va garantir justement l'inaltérabilité et l'intangibilité de la pièce. Possibilité donc de j'ai vous-même le compteur FEC. D'accord, il y a certaines choses à respecter. Donc un nouveau menu qui vous permet de créer vous-même un compteur FEC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on crée un compteur FEC pour journal. D'accord. À ce moment-là, il y a une règle à respecter bien évidemment, c'est que le paramétrage du compteur est alphanumérique et doit obligatoirement contenir un numéro chronologique. Donc là, ici, dans cet exemple-là, le compteur est sur une heure même de 20 caractères et je peux répartir dans le compteur si je veux, par exemple, que mes 3 premiers caractères concernent le code exercice, le code journal, l'animation chronologique, d'accord, et pourquoi pas d'autres informations complémentaires comme la date de fin d'exercice, etc.
on en reviendra peut-être un petit peu, mais il faut faire très attention au niveau du compteur, surtout si on multiplie un compteur FEC l'ensemble des journaux. Ça peut être quand même assez lourd à gérer. Par défaut, il est quand même conseillé, l'éditeur nous conseille de pas forcément de gérer des compteurs spécifiques, mais laisser le compteur comme c'est prévu par défaut au niveau du FEC. On en reparlera s'il le faut, mais ça c'est un petit conseil que l'éditeur nous indique. Et en fait, ils ont rajouté cette fonctionnalité pour la simple et bonne raison, ça a été demandé par certaines entreprises importantes pour pouvoir gérer eux-mêmes leur compte FEC. Alors, au niveau du traitement des validations, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en traitement des validations, le but, c'est que les écritures ne soient plus modifiables. D'accord. Ça va attribuer donc un numéro chronologique FEC avec une date de version. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire à partir du 1er janvier 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, si votre écriture est validée, vous allez comme pouvoir effectuer une modification. Soit le délai de l'écriture est autorisé à être modifié, et aussi l'information complémentaire, et bien évidemment la répartition analytique. Donc, ce sont les trois champs que vous allez pouvoir modifier, même si votre écriture est validée. Donc, au niveau des à nouveaux, donc les à nouveaux auront automatiquement un numéro d'écriture FEC lors de la clôture définitive. Les nouveaux provisoires n'ont pas de numéro FEC, c'est simplement la validation qui va justement attribuer le numéro d'écriture au niveau des à nouveaux. Donc la validation des écritures, donc là vous avez un petit exemple, vous allez retrouver deux informations complémentaires, donc une colonne avec la date de validation, donc c'est date à laquelle vous avez lancé le traitement de validation. Et vous avez le numéro chronologique, donc soit en fonction d'un compteur que vous avez paramétré par vos soins, soit le compteur par défaut que vous avez attribué pour l'ensemble des journaux. Le fichier est bien évidemment constable et portable sur Excel avec les boutons classiques, soit vous avez le petit carré magique, le petit carré bleu comme j'appelle souvent, soit vous avez l'exportation avec l'icône d'exportation. Quelques questions, mais je reviendrai sur les questions et on apportera justement les réponses. Donc, au niveau du compteur FEC, c'est la première chose sur laquelle nous avons de poser quelques questions à l'éditeur. Donc, vous avez actuellement des exercices qui sont déjà clôturés, sur lesquels vous avez déjà un FEC qui a été réalisé, mais sur lequel ne comporte pas le nouveau compteur FEC qui est obligatoire au 1er janvier 2018. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc vous allez mettre cette nouvelle version, ce nouveau compteur FEC ne sera mis en place que sur les exercices clôturés, donc les exercices en cours. Ces exercices déjà clôturés, ça a été prévu par la DGFiP. On sait très bien qu'il n'y aura pas ce nouveau compteur, donc ça ne pose aucun problème. Donc c'est simplement la validation de l'exercice en cours qui permettra d'ajouter justement ce nouveau compteur FEC que ces exercices ne auraient. Alors, au niveau du principe de l'intangibilité et irréversibilité des écritures, bon, je vous ai mis au niveau du texte de loi, donc les obligations comptables, bien sûr, c'est un principe de caractère d'intangibilité et d'irréversibilité des écritures comptables. C'est pourquoi vous ne pouvez plus effectuer de modifications lors de la clôture, et même si on dévalide une clôture, on ne peut plus modifier les écritures, on peut simplement ajouter. Et ça va concerner aussi toutes les écritures importées de la comptabilité depuis un système. Alors, soit depuis le COMESX, soit depuis un autre produit d'import, pourquoi pas par la suite de ce qu'on appelle des web API. Donc là aussi, il va falloir s'habituer, c'est que tous les imports
d'écriture. Donc les imports aussi provenant de votre gestion commerciale ou de votre GA, vous avez des factures de vente ou d'achat, dès l'instant que vous allez les importer, elles seront considérées comme validées, non applicables. Au niveau du COMEX-X, donc au niveau du COMEX-X, toutes les écritures que vous allez importer, comme je vous l'ai indiqué au préalable, importées dans votre comptabilité en statut validé non modifiable. C'est aussi imposé par la DGFiP, c'est que les imports doivent être gardés en mémoire dans le logiciel et archivés. Donc vos fichiers d'import, dès l'instant que vous les avez importés, ils vont être conservés dans la base de données. Pardon. Ils vont être conservés dans la base de données. Ça va être zippé. Et à tout moment, on a la possibilité de dézipper, de récupérer votre fichier d'import. Demain, vous avez un contrôle fiscal. L'administrateur fiscal peut vous réclamer votre fichier d'import, ce qui va lui permettre de vérifier justement la sécurisation, ce qui va permettre de vérifier si le fichier d'import est cohérent avec ce que vous avez dans la comptabilité. Alors, c'est important, au niveau du COMEX-X, vous avez un suivi des tâches. Vous pouvez à tout moment pouvoir récupérer, bien évidemment, votre fichier TRA, régénérer pour avoir une traçabilité de vos imports. On peut accéder au fichier TRA, comme vous voyez dans l'exemple. Donc, il va être stocké à un endroit, donc là, par exemple, dans l'endroit que vous avez défini. Il sera bien évidemment zippé et vous aurez trois choix. Soit je le dézippe et je veux récupérer simplement le fichier, donc c'est le premier choix. Soit vous voulez récupérer un rapport ou vous récupérez une trace métier. D'accord ? Donc ces trois éléments-là peuvent être demandés par votre contrôleur fiscal. Savoir, c'est que l'éditeur a prévu aussi de modifier le COMEX-X. Donc là, c'est en cours d'adaptation, toujours pour rester dans les nouvelles informations du BOI TVA. Donc il y a une refonte du COMEX-X qui est en train de se faire. Donc on a forcément de date au niveau de sa sortie, toujours dans l'optique de sécuriser les éléments. Et toujours dans l'optique d'intangibilité des imports. Vous avez la possibilité, ça c'est tout nouveau, alors on va nous poser sûrement la question, le pourquoi du comment. Vous avez la possibilité maintenant dans les journaux d'indiquer un journal considéré comme import conforme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez imaginer de créer un journal de vente qui vous permet de récupérer vos écritures de vente provenant par exemple, soit d'un outil tiers, soit par exemple de votre GESCOM, les intégrer dans un journal qui est considéré comme import conforme. Ce journal-là sert simplement à dire que ce sont tous les imports d'écriture comptable qui sont validés conformes à la loi BOI TVA. Et donc ce journal-là, bien sûr, attention, on ne pourra que saisir des écritures et uniquement des écritures validées avec un numéro de compteur FEC. Donc, ce que je disais tout au départ, donc au niveau du compteur FEC, donc sur tous les exercices clôturés avant les versions, il n'y aura pas ce nouveau compteur FEC. Sur tout exercice, dès l'instant que vous avez mis cette mise à jour qui ne sont pas encore clôturés, lors de la phase de clôture et de validation, il ajoutera justement ce compteur FEC sur ces exercices qui ont été clôturés. Au niveau de l'AudiFEC, vous allez voir, donc lorsque vous allez lancer votre fichier FEC, donc bien évidemment sur un exercice clôturé, vous allez avoir
maintenant un rapport qui va vous permettre de visualiser 3 niveaux de criticité. C'est des anomalies donc, qui peuvent remettre en question votre fichier FEC, des désistements qui ne sont pas forcément graves mais sur lesquels il va falloir vérifier, et des glitches. Donc on a à peu près 28 contrôles ce niveau-là, cette partie-là. Et on va donner quelques exemples d'anomalies. On va regarder par exemple un problème de format de champ. C'est un nommage du fichier FEC qui est incohérent ou qui ne respecte pas ce qui a été prévu initialement. Donc ça, ce sont obligatoirement des anomalies bloquantes. En termes d'avertissement, l'avertissement, ça peut être la date qui n'est pas dans la norme comme c'est défini, ou un problème d'écriture au niveau des montants ou des sens qui doivent être bien alimentés ou des montants nuls, par exemple. Et 2 remarques, ça peut être un libellé dans une écriture qui est différente alors qu'ils ont exactement le même numéro de pièce. Le fondement, c'est ce que je vous indiquais. Donc on lance en pilote la génération du fichier FEC. Donc je répète obligatoirement sur un exercice clé. Qui vous génère le fichier, il va vous sortir une notification du fichier FEC et son audit. Et vous allez pouvoir visualiser et aussi exporter le contrôle de ce fichier FEC. Donc vous allez voir là un petit exemple. Donc on va retrouver en fonction de différents critères, on était sur 29 contrôles. Donc on va avoir une synthèse des contrôles FEC, donc avec des codeurs en rouge bien évidemment les anomalies bloquantes, les avertissements en orange et en bleu c'est simplement de l'information. Vous allez pouvoir l'exporter sous Excel et mieux visualiser les informations. Alors, très important, c'est simplement une constatation. Vous ne pouvez pas effectuer de modifications, sauf, comme je vous l'ai indiqué, si c'est un problème de libellé, parce que aussi au niveau des libellés, attention, c'est que tous les caractères spéciaux ne sont pas reconnus au niveau du fichier FEC et peuvent justement gêner la validation de votre fichier FEC. Donc là, vous avez la possibilité d'interagir sur le libellé, donc il faudra retourner dans l'écriture et justement dévalider, retourner dans l'écriture et modifier les différents libellés. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui bénéficient de la Y2 V11 édition 3, il y a un module qui existe qui permet justement ce qu'on appelle l'audit financier, qui va vous permettre d'avoir aussi la visualisation de l'audit FEC, mais surtout de pouvoir modifier en live. Alors c'est un module qui n'existe pas en V9, uniquement en Y2. Ça a été une décision prise comme ça par Rigide, et ce module permettra là par contre, par rapport au rapport qui a été généré du fichier FEC, de faire la modification en direct. Aussi bien dans la partie V9 que la partie Y2, ils ont rajouté un nouveau module. Alors ce module, il faudra l'activer dans les droits et restrictions, parce que par défaut, ce n'est pas le cas, qui va vous permettre d'effectuer des exportations Excel. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça existe déjà quand je fais mon grand livre, ma balance, etc. Mais là, l'avantage de celui-là, c'est que premièrement, ils ont accéléré les traitements. C'est vraiment très très rapide. Et surtout, cet export est totalement personnalisable. Vous allez pouvoir rajouter les colonnes que vous souhaitez avoir dans votre export. On va retrouver des exports pour des grands livres, pour des balances aussi bien sur la partie générale que sur la partie analytique. On pourra créer 5 modèles différents de grands livres gênés et analytiques, 5 modèles de balance gênés et analytiques totalement personnalisables. Dernière chose, les éditions légales. Là aussi, comme vous le savez, dès l'instant
que vous allez clôturer votre exercice, vous allez devoir faire l'impression de vos éléments légaux, surtout les archiver en PDF et de les conserver. Vous allez retrouver cette fonctionnalité dans le traitement courant validation, édition légale. Donc c'est édition chaînée, c'est-à-dire que par défaut, toutes les éditions sont déjà cochées. Faites de les lancer, il va vous les faire apparaître au fur et à mesure et il ne vous reste plus qu'à les enregistrer dans un format PDF. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout imprimer. Si vous voulez simplement réimprimer qu'un seul état concernant l'édition légale, vous pouvez décocher et imprimer l'état que vous désirez. Ces là, bien évidemment, sont vraiment normés au niveau de la loi BEI-TVA. Et vous avez la possibilité aussi donc ces états-là, ces éléments légaux ne sont valables que pour, je répète, que pour des périodes clôturées, donc des exercices clôturés. Si vous avez besoin simplement d'éditer un grand livre général, aussi bien général ou auxiliaire, vous avez la possibilité de le faire sans que vos périodes soient validées. Et là, on va le retrouver au niveau de l'édition grand livre, général légal et auxiliaire légal. Simplement, il y aura une notion de provisoire. D'accord, ça vous permettra au moins de les éditer et de sortir le contrôle. Voilà, j'en ai fini un petit peu avec cette présentation au niveau des nouveautés sur CJ de V9, donc édition 20 et Y2 V11 édition 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va encore évoluer. Alors pour l'instant, il n'y a encore pas de décision, mais on parle de plus en plus que les différents éléments légaux soient archivés plus sur un PC, sur une clé USB, mais directement dans un coffre-fort numérique. On n'a pas encore d'informations, mais c'est une éventualité que ça soit mis dans un coffre-fort numérique, bien évidemment validé par la DGFiP. Et il est prévu aussi plus tard que l'envoi du fichier FEC se fasse au même moment que les fiscales. Donc pour l'instant, encore trop d'informations, mais a priori, voilà, ça va être une évolution sur laquelle ils vont rajouter ces obligations au niveau de la loi BOI-TVA. Alors, j'ai pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre à tous. Alors, annulation exceptionnelle, c'est-à-dire combien de fois? Limite. La seule limite, simplement, c'est que vous devez activer l'annulation pour un utilisateur donné. Quand il est connecté, il va pouvoir faire son annulation. Une fois qu'il s'est déconnecté, il n'aura plus l'accès. Donc c'est vraiment l'administrateur qui va justement gérer cette partie-là au niveau de l'annulation des clôtures. Ne vaut-il pas mieux conserver le paramétrage de CJ pour le compteur FEC? Alors je le dis ouvertement, pour avoir suivi cette formation auprès de l'éditeur, ça peut être devenir très vite une usine à gaz, parce que comme vous avez vu, au niveau du compteur, on peut rajouter sur 20 caractères, on peut rajouter au début le journal, ensuite le compteur du FEC, ensuite à côté on va rajouter la date de fin d'exercice. Sincèrement, en parlant avec l'éditeur, nous on n'a pas trop trouvé d'intérêt de gérer ce compteur FEC qui soit spécial à chaque journaux. Simplement, peut-être plutôt de la recherche si on exporte ce fichier FEC et faire une recherche. Même si en sachant qu'on peut rechercher par rapport à plusieurs zones. Moi, des conseils, je préfère laisser par défaut et ça évitera justement de gérer, pourquoi pas, des problèmes au niveau des contrats. Enfin, c'est mon sentiment. Alors, le fait de pouvoir modifier le libellé d'écriture ne remet pas en question la tangibilité de l'écriture? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, le libellé de l'écriture n'est pas une anomalie bloquante. C'est un avertissement. Alors, le seul problème qui peut être bloquant, c'est qu'on a des fois
tendance à mettre des symboles, des caractères spéciaux qui, là, par contre, peuvent bloquer justement, la réception de votre fichier FEC. Donc c'est pour ça qu'il est précisé de ne pas mettre de caractères spéciaux dans vos libellés d'écriture. Donc c'est pour ça qu'on donne l'accès sur cette partie-là. C'est pas un élément bloquant, mais par contre ça peut bloquer le traitement du fichier si on a des éléments, des caractères spéciaux, hein, des arrobases ou des tirets. Hein, c'est du langage informatique et souvent c'est des choses qui sont bloquantes à ce niveau-là. Alors, ça c'est bon. Alors, dans le fichier se trouve le numéro d'écriture FEC. Alors, le numéro d'écriture FEC, donc va se retrouver. Alors, si c'est la base que vous voulez me demander, je pense que ça doit être ça. J'ai pas encore regardé dans quelle base ça va se trouver. Oui, ça va se retrouver dans votre fichier FEC, hein, il sera alimenté dans votre fichier FEC. Par contre, où est-ce que ça va se retrouver si on veut attaquer la base SQL? Là, je peux pas vous dire, j'ai pas encore eu cette curiosité. En cas d'erreur, pourront-on générer automatiquement l'extourne? Alors oui, bien sûr. Comme je vous l'ai indiqué, dès l'instant que vous allez importer des écritures, ces écritures sont validées. Donc il y a deux choses. Soit vous faites une écriture de contrepassation manuelle, soit vous pouvez après générer une extourne pour contrepasser votre écriture. Donc ça, les extournes, ça fonctionne déjà dans les versions actuelles, donc ça pose pas de problème. Alors, chose aussi à préciser, comme je vous l'ai indiqué, c'est que dès l'instant que vous importez des écritures via le COMESX, ces écritures sont validées. Alors, il y a un petit contournement. C'est que si vous connaissez bien le COMESX, vous avez la possibilité d'avoir des options complémentaires. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'importer vos écritures en simulation. Le fait que vous importez vos écritures en simulation, si sont toujours modifiables, vous pourrez travailler sans aucun problème. Par contre, ça veut dire qu'à un moment donné, dans la compta, il va falloir aller dans les écritures de simulation, les sélectionner et les rebasculer en écriture normale. C'est la meilleure des solutions que plutôt les importer en réel, en écriture normale. Et si après on s'est trompé, ça veut dire qu'on est obligé d'effectuer un certain nombre d'écritures de contrepassation. Première solution, votre import, vous faites une sauvegarde, regardez si votre import est conforme, sinon vous restaurez votre sauvegarde. Mais là c'est un peu plus problématique, surtout s'il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent sur Cegid et sur les différents environnements de Cegid. Alors, en cas d'erreur, nous pourrons modifier le code projet et ou analytique. Alors, le code projet, non. L'analytique, alors oui, au niveau de l'analytique, oui, vous allez pouvoir changer donc la ventilation analytique sur des écritures validées. Alors, attention, pas dans la version 9 édition 20. Parce que c'est bloqué, il y a une autre version qui est la V9 édition 20 patch 1 qui permet justement là de saisir sur des écritures validées au niveau des écritures de la ventilation analytique. Alors, il y a un petit dysfonctionnement sur la V20, c'est pour ça qu'ils ont sorti le patch. On ne pouvait pas, sur des écritures validées dans la V20, de changer la ventilation analytique. Pourra-t-on modifier le code à faire? Non, on ne pourra pas non plus modifier le code à faire. Alors, aujourd'hui on ne pourra pas. Selon l'éditeur, il y aura peut-être encore dans une prochaine version, dans une prochaine mise à jour, peut-être d'autres champs qui pourront être modifiés, mais ils attendent en fait l'aval au niveau de la DGFiP. À ce niveau-là. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus d'informations, mais le code à faire ne pourra pas être modifié sur des écritures validées. Donc il faudra bien faire attention au préalable, surtout si vous faites des imports d'écriture. Après l'intérêt des journaux conformes. Alors,
l'intérêt des journaux conformes, s'il peut y avoir un intérêt, si vous désirez différencier, par exemple, au niveau des journaux d'achat, la partie achat provenant de votre gestion commerciale, qui sont obligatoirement validés et conformes donc à la loi BOI-TVA, et des écritures que vous saisissez manuelles, plus des écritures de frais généraux ou des achats qui ne sont pas liés à vos futures ventes. C'est vraiment cet aspect-là. Sinon, je suis un peu comme vous, on était un peu sceptique sur cette partie au niveau du journal conforme. On peut faire l'audit avant de clôturer l'exercice. Alors, oui, mais pas à travers Cégide. Je m'explique. Excusez-moi, le problème de micro. Alors, j'explique. En fait, très concrètement, quand vous éditez un fichier FEC, bien évidemment, c'est sur un journal, sur un exercice clôturé. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt parce que de toute façon, on peut le vérifier au préalable. Alors, mais il y a une nouvelle fonctionnalité dans Cégide qui est la possibilité de sortir, toujours dans les traitements de clôture, une édition de Datadate, qui est en fait un fichier FEC, mais provisoire, non idée, bien évidemment. Le fichier qui est exportable, hein, si vous l'exportez, vous allez voir, elle a exactement la même structure qu'un fichier FEC. Vous allez pouvoir après le tester directement sur le site du gouvernement. Hein. Vous avez un outil qui vous permet de tester le fichier FEC. Donc ça va vous permettre de tester votre fichier FEC. Sur la version Y2, avec le nouveau module, on pourra tester directement le fichier FEC, parce que c'est le module qui permettra de modifier les écritures en live. Donc si vous voulez vraiment tester votre fichier FEC avant la clôture, soit c'est l'indication que je vous ai indiquée, ou sinon après ça peut être je fais une sauvegarde, je clôture, je sors mon fichier, je vais le tester sur l'outil du gouvernement et je restaure ma sauvegarde, mais c'est plus que contraignant. Alors je continue toujours par rapport au chat, après si il faut ouvrir les micros, je le ferai. Alors, il faut donc dévalider les écritures pour pouvoir modifier le libellé de l'écriture. Alors, non, si vous voulez, on a besoin dans la version, on n'a pas besoin de dévalider. Ce que je disais, c'est qu'une écriture qui est validée pourra simplement, sans la dévalider, pouvoir changer les répartitions analytiques et les informations complémentaires. Aujourd'hui, c'est les 3 éléments que vous allez pouvoir modifier. Donc, il n'y a pas besoin de dévalider. Direct, si l'écriture est validée, vous allez pouvoir au moins modifier ces trois champs-là. Réelle différence entre les éditions et les éditions légales. Alors, au niveau des éditions classiques et les éditions légales. Donc, en fait, au niveau des éditions légales, pardon, excusez-moi, il y a ajouté des champs complémentaires. Donc, on a beaucoup. Alors, déjà, on a une restriction au niveau des critères. Si vous allez dessus, vous allez voir que quand on veut sortir un grand livre classique et un grand livre légal, vous allez voir que vous avez beaucoup de critères qui sont différents. Donc on pourra effectuer des critères, ajouter des critères comme sur les validés, les non validés, les lettrés, les non lettrés. Ça déjà, vous allez voir que déjà ils ont restreint cette partie-là et ils ont rajouté l'information au niveau du compteur FEC qui va apparaître aussi sur les éditions légales. Alors l'audit FEC, si on ne peut pas corriger nos erreurs. C'est une très bonne question. Il est vrai que dans la V9, l'audit FEC, vous avez le résultat lorsque vous avez clôturé votre exercice. Et que si vous avez des anomalies bloquantes, alors vous ne pouvez pas les corriger. Par contre, ça vous permet aussi de vous préparer à justifier pourquoi vous avez ces anomalies bloquantes. Le but est aussi par rapport à ça, de pouvoir justifier vis-à-vis de votre contrôleur fiscal pourquoi vous avez eu des anomalies bloquantes
à ce niveau-là. Cet aspect-là. Ou sinon, c'est la deuxième supposition que je vous ai évoquée tout à l'heure, c'est de faire l'audit en voulant avoir une sauvegarde, je clôture, je fais des audits et je restaure ma sauvegarde. Mais le but simplement de pouvoir dire, vous savez sur quel point vous avez des anomalies bloquantes, vous permet de préparer votre justification si votre contrôleur fiscal vous demande des éclaircissements. Pourquoi seules les écritures provenant de Comesix sont non modifiables et pas les autres? Alors là, les écritures de Comesix, alors il n'y a pas que les écritures de Comesix. Si vous utilisez la gestion commerciale, si vous utilisez la GA et que vous êtes en comptabilisation, que ce soit en réel ou en direct, il faut savoir que vos écritures sont aussi validées et non modifiables. Donc ça ne concerne pas le Comesix. Si demain vous importez des écritures provenant d'un autre outil, ces écritures devront être considérées aussi, seront aussi validées et non modifiables. Donc ça ne concerne pas que Comesix, parce que c'est un outil que je pense que principalement vous utilisez lors de vos imports, même avec votre expert comptable, lorsque vous récupérez des écritures de votre expert comptable, ce qu'il faut savoir là aussi, c'est que ces écritures seront validées et donc non modifiables. J'espère répondu à votre question, sinon vous me le dites. Quand vous me parlez pas d'autre, je pense que ça doit être par rapport à votre gestion commerciale ou GA, je suppose. Alors, Frater, on peut tout faire. Non. On peut donner droit, comme je l'ai dit, sur la dévalidation, la déclôture, etc. Mais attention, ce sont des droits temporaires. Il faut même pour vous acquérir ces droits-là, et lorsque vous allez quitter le logiciel, vous n'aurez plus ces droits actifs. Ça, c'est très important. Sachez aussi, et c'est quelque chose de très très important aussi, c'est que maintenant dans les versions Cégide, vous avez ce qu'on appelle un journal d'événements. Le journal d'événements, tout est tracé. Au niveau des suppressions de pièces, au niveau des modifications de pièces. Donc on sait qui, quand, comment, et pas pourquoi, mais on sait au moins qui a modifié la pièce, qui a supprimé la pièce. Alors, ce ne sera plus le cas pour à partir du 1er janvier 2018, mais actuellement, on est capable d'avoir justement l'information, l'avoir été supprimé par tel utilisateur, etc., etc. Ce qui est important aussi, c'est qu'il va falloir être un peu plus rigoureux sur les logins et mots de passe, et surtout les logins. On peut avoir cette trace si tout le monde utilise le Cégide. Donc il a été conseillé par l'éditeur que chaque utilisateur utilise un login, que ce soit son prénom aux initiales, peu importe, et son mot de passe. Le CI doit vraiment être resté pour l'administrateur, pour dire de rentrer dans le logiciel avec, entre guillemets, les pleins droits et pouvoir gérer le cas échéant. Oh, bon. Désolé, vu trop tard, je suis désolé. C'est un import via l'écriture de simulation, elles ne sont pas modifiables. Alors moi je peux vous dire que je les ai fait, c'est modifiable. Alors est-ce que vous êtes déjà en V9 édition 20? Bon, si vous voulez, je vous appellerai, on regardera ça, mais moi j'avais fait le test et ça permettait justement d'être modifiable. Bon, ça on pourra voir ça un peu plus tard si vous voulez. Nous avons installé cette version et ils l'avons désinstallée pour l'instant. Oui, ça on verra directement si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Existe-t-il déjà la mise à jour? Oui, elle est déjà téléchargeable parce que de mémoire, a été mis en place fin août. La V9 édition 20 et pour la partie Y2 V11 édition 3 de mémoire c'est fin août qu'elle a été mise en place. Il l'avait fait avant mais pour des raisons de vacances et pour éviter justement cette partie-là sans qu'il y ait d'informations, ils ont décidé simplement de libérer fin août. Oui.
Là, ok, alors, je lis la question. Le nouveau gouvernement semble revenir en arrière et ne appliquer des intangibilités qu'au logiciel de caisse et non plus au logiciel de comptabilité. Alors, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut savoir, pour avoir les informations de CJ qui ont de contact avec la DGFiP, c'est que le premier décret a indiqué comme quoi cette loi BOI-TVA était destinée donc au logiciel de caisse, de comptabilité et de gestion commerciale. Ensuite, il y a eu une lettre ouverte de notre ministre Darmanin qui a voulu restreindre justement cette loi BOI-TVA sur la partie logiciel de caisse. Aujourd'hui, c'est qu'une lettre ouverte. Il n'y a pas eu de nouveau décret indiquant que justement les restrictions ne s'appliquent qu'au logiciel de caisse. Donc Cégide a décidé de respecter le premier décret, parce que c'est celui-là qui est vraiment officialisé, et de mettre en place les différents blocages et intangibilités comme vous avez pu voir au préalable. D'accord? Donc s'il n'y a pas ce nouveau décret, à la base, au 1er janvier 2018, ça devrait correspondre au logiciel de compta, de gestion commerciale et de caisse. On n'a pas plus d'informations pour l'instant. Je pense que ça va bouger. Je pense que ça va véritablement rester sur les caisses, mais il ne faudra pas se leurrer à un moment donné. Dans 1 an ou 2 ans, ça va correspondre à l'ensemble des logiciels. Et CJ sera déjà prêt à ce niveau-là. Et après, ils doivent faire des adaptations en libérant un peu. Je ne sais pas s'ils le feront, mais au moins ils ont décidé de respecter le décret comme c'était prévu initialement. Alors, que peut faire saisir si le gouvernement décide de faire marche arrière? Pour l'instant, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Pour l'instant, eux, ils ont décidé de rester sur ce premier décret et je ne pense pas qu'ils reviendront en arrière. Si après je me trompe, mais de toute façon, pour l'instant, on n'a pas d'informations complémentaires de la part de l'éditeur. J'ai entendu parler d'un impact sur l'édition des factures en GESCOM. Si la facture est imprimée, on ne pourra plus la modifier, même si elle n'est pas comptabilisée. Alors pour l'instant, non. Pour l'instant, pas le cas. Tout le monde en a entendu parler en disant que si vous avez imprimé votre facture, même si elle n'est pas comptabilisée, elle serait considérée comme validée et plus modifiable. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je vous rassure. Ça a été des rumeurs, c'est pas mis en place. Et si un jour ça devrait se faire, on vous communiquera bien évidemment, parce qu'on sait que c'est un gros problème d'imprimer une facture et de plus pouvoir la modifier. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas, je vous rassure. À partir de quand doit-on mettre la mise à jour? La mise à jour, je vais vous dire 31/12/2017, parce qu'elle doit être applicable au 1er janvier 2018. Donc il n'y a pas d'urgence, on est en début octobre. Après, faut simplement y penser pour être aux normes de l'exercice suivant. Peut-on revenir sur l'audit fait avant clôture? Possibilité de faire un export sur la V9 et le passer au vérificateur de l'administration. Alors, comme je vous l'ai indiqué, solution, oui, on peut régénérer avant de clôturer. Il y a deux choses. Soit la première est la contraignante. C'est je fais une sauvegarde, je cure mon 6, je gère le fichier FEC et je reste sauvegarde. Ça, c'est la contrainte. Ou alors, comme je vous l'ai dit, c'est que si vous clôturez, vous déclôturez, vos factures restent validées et on ne peut plus y revenir. Ou la deuxième solution, c'est l'état datadate que je vous ai indiqué, qui permet de générer un fichier comme un fichier FEC, vous allez voir la même structure, et de le tester avec un outil que vous retrouvez sur le site du gouvernement. Alors oui, voilà les deux solutions que vous pouvez avoir pour tester votre fichier FEC. Vous êtes actuellement en version 9.19. Pouvons-nous passer directement oui, en version 9.19, vous pouvez passer en V9 édition 20 si vous voulez avoir une version conforme à la loi BOI-TVA. Je vais le faire maintenant, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure.
Le principal, c'est que vous soyez dans cette version au 1er janvier 2018. En version antérieure pour la GESCOM, c'est deux bases différentes, oui. La même base de données où vous gérez votre compta et votre GESCOM, non, parce que de toute façon, c'est la même base, donc il va appliquer CCPTX sur la même base, donc obligatoirement, on est sur la même version. Mais si, voilà, comme si on coupe le lien avec la compta, c'est-à-dire qu'on a deux bases. Une base, je vais l'appeler Toto Compta, et une base Toto GESCOM. Là, ça pose pas de problème. C'est autre chose. Et clôture au 31 août. Ah bah c'est simple, si vous clôturez au 31 août, que vous êtes en V9 édition 19, votre liste est clôturée avec, entre guillemets, je vais dire l'ancienne norme FEC, ça pose pas de problème. Vous installez la V9 édition 20 au mois de novembre, lui il ajoutera ce compteur FEC que sur les exercices non clôturés et le fera lors de la clôture de l'exercice. Donc ça ne pose pas de problème. Et de toute façon, ça ne peut pas poser de problème pour l'administration fiscale. Faire la mise à jour depuis V9 version 16. Ah, pardon, je voulais dire 9 édition 14. Oui, voilà. Aussi. Comment passer les CPTX, après c'est plus ou moins long en fonction de la volumétrie de la base ou autre. Sortons l'état de date. Alors, comment sortons l'état de date? Bon, c'est vrai que c'est un peu plus d'informations, mais c'est très simple. Hein. Vous allez dans les traitements, au même endroit, au traitement au niveau des validations. Au même endroit, quand vous faites traitement clôture, et vous allez voir, vous avez un état de date qui vous permet de sortir cet état-là qui correspond à celui du FEC. C'est dans le traitement courant lors de la clôture et vous avez de date à date. Faut vous nous recontacter et puis on vous montre sans aucun problème. Alors, comment que le fichier FEC qu'on lui donne est le dernier. Si on a sauvegardé, édité le fichier FEC et restauré ensuite. Voilà, là, ça c'est votre responsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous allez importer un fichier FEC, lorsque vous allez importer un fichier d'écriture, un fichier TRA, comme je vous l'ai indiqué, le COMESX va mémoriser et enregistrer votre fichier TRA. Donc de toute façon, il y aura une trace de tous les fichiers TRA que vous avez importés. Après, s'il y a eu des modifications comme vous l'expliquez, là, c'est vous qui en prenez la responsabilité. Mais c'est simplement, pour rester cette intangibilité, c'est vos écritures provenant du fichier TRA doivent correspondre au fichier TRA qui a été archivé dans le COMESX. C'est ça qui permet justement de vérifier que votre import est conforme au fichier d'import. Y a-t-il une obligation fiscale sur la version de la GESCOM? Non. On n'en sait pas plus. C'est ce que je vous indiquais. Au départ, le décret indiquait que c'était sur les logiciels de comptage, gestion commerciale, les caisses. Je pense que ce décret, il y aura un nouveau qui va restreindre l'accès simplement qu'au logiciel de caisse. Mais on n'a pas plus d'informations sur ce nouveau décret. Avons une GESCOM qui n'est pas Cégide. En quoi doit-elle être conforme à Cégide V9 édition 20? Je vous dirais, en fait, si vous importez vos écritures de votre gestion commerciale, que ce soit du CES ou du Divalto, peu importe, c'est le COMESX qui va indiquer que votre fichier d'import va correspondre à la loi BEUTVA et donc va être considéré les imports comme validés et c'est l'intangibilité à ce niveau-là. Oui, bonjour, je reprends un peu la parole dessus. Sur l'histoire de la version de la gestion qui n'est pas une gestion CID, il faut savoir que tous les logiciels, donc pour l'instant les logiciels de caisse, surtout en fait ça a été un petit peu même recentré sur le B2C, en fait
le business avec les particuliers, les logiciels d'encaissement, d'enregistrement doivent être conformes à la loi TVA. Donc si vous utilisez un logiciel de gestion commerciale, pour l'instant il ne serait pas concerné parce que c'est plutôt caisse enregistreuse et dans votre activité c'est pas le cas, mais à terme le logiciel interne que vous avez devra être conforme à la loi TVA. Gide, pour sa gestion, pour sa compta, pour ses modules retail, font évoluer les logiciels. Demain, si vous avez un développement spécifique pour votre gestion commerciale, il va falloir le faire évoluer. Donc soit et vers un autre produit, CJ dans l'occurrence, ou alors faire développer votre produit sans respecter les critères de la loi et faire certifier par les organismes certificateurs. Donc là, il y a toute une démarche, mais ça, à la rigueur, si vous voulez, on pourra venir vous rencontrer pour en échanger dessus, en fait. Alors, attendez, je vais laisser la parole au directeur commercial qui va en profiter pour faire une petite aparté. Bonjour à tous, je prends juste la parole quelques instants parce qu'on assistait dernièrement à une présentation qui avait été faite par Cégide et on parlait notamment effectivement que le texte de loi, comme indiquait Grégory tout à l'heure, que le texte de loi BOI TVA concernait ou ne concernerait uniquement que les solutions de caisse, mais on nous faisait observer aussi la fois dernière que ça pouvait aussi concerner les sites e-commerce. S'il y a des gens parmi vous qui ont des marchands, considérez que votre site marchand c'est comme une caisse et donc vous devez être aussi conforme à la loi BOI TVA donc au 1er janvier 2018. C'était juste pour préciser ce point-là. Je repasse le micro aux bonnes personnes. On va ouvrir les micros. Voilà, on va arrêter l'enregistrement.